une amatrice de vélo. Puis moi, c'est hors de question que je prête un de mes vélos à un de mes frères. C'est jamais, là, je ne passe même pas à ma mère. Là, puis, mais mes vélos, je suis pas tout le temps dessus. Puis j'en ai plusieurs pour différentes activités. Pendant que j'utilise mon vélo de route, je n'utilise pas mon vélo de montagne. Je pourrais le prêter à quelqu'un, mais jamais je le prêterais. Puis même en sachant toutes les directives, je le prêterais pas. Mais on peut appliquer ça dans... Je trouve que chacun a un exemple d'objet. Puis c'est la notion de confiance en les autres qu'il faut changer un peu, puis c'est beaucoup fondé là-dessus. L'exemple, une perceuse, si je mettais ma perceuse sur le site, est-ce que je vais faire confiance à la personne qui va l'utiliser? Est-ce que la personne va aller driller du ciment avec parce que c'est pas la sienne? Il faut vraiment comme revisiter notre vision de la confiance envers les autres, puis c'est un principe de base de cette économie-là qui est très bien, puis qui changerait énormément là, de choses dans la vie courante, puis sur les problèmes planétaires. Donc, ce mouvement-là d'économie de partage, ça a une idéologie qui vise à l'achat de produits écologiques et équitables, qui vise à la déconsommation, puis la consommation intégrant des critères sociaux et environnementaux. Donc, c'est pas juste une consommation directe, mais c'est une consommation avec une idéologie de développement durable. Puis, c'est ça pour l'économie de partage. Je vais présenter une deuxième solution aux problèmes environnementaux qui est le végétarisme. Moi, je me suis intéressée au végétarisme il y a à peu près 7 ans parce que j'avais lu beaucoup de livres sur les peuples sans maladie. Puis, la plupart des peuples sans maladie étaient tous végétariens ou presque. Puis, j'avais fait beaucoup de recherches à ce moment-là sur le végétarisme. Puis, je m'étais rendu compte à quel point que ça a un impact bénéfique sur l'environnement. La diminution de la consommation de l'eau. Donc, comme Camille l'a présenté, il y a des problèmes avec l'eau. Il y a 70% actuellement de l'eau potable qui est destinée à l'agriculture. Puis, ce qui fait en sorte que ça pollue les nappes phréatiques parce que dans l'agriculture, l'eau va se déverser dans les ruisseaux, fait que ça va continuer à polluer. Puis, on peut voir un peu là, pour produire. Ah non, il fallait que je fasse quelque chose, là, j'ai oublié. Je vais vous écrire la consommation de viande par an dans le monde, puis vous allez pouvoir faire des petits calculs dans votre tête, là, regardez combien de litres ça prend, puis tout ça. Fait que c'est 288 milliards, 200 millions de kilogrammes de viande par an qui est consommée dans le monde. C'est vraiment beaucoup, c'est par an. Là. Donc là, on peut regarder pour 1 kg de bœuf, c'est 15 millilitres. Donc, on peut faire une multiplication que je n'ai pas faite, mais tu sais, ce qu'on voit l'ordre de grandeur, qu'est-ce que ça donne. Donc, pour produire 1 kg de bœuf, c'est 15 litres. 1 kg de riz, c'est 300 litres. Puis, 1 kg de carottes, c'est 1000 litres. Donc, il y a une très, très grande différence entre la consommation. Puis, en fait, c'est ça. C'est que, pourquoi est-ce que c'est aussi élevé? C'est que ça va prendre, c'est que les animaux vont manger des produits de l'agriculture. Puis, c'est là qu'il y a une perte dans les ressources parce que faut arroser les plantes, les fruits, les légumes, pour que les bœufs puissent les manger. Fait que c'est ça qui fait que ça produit autant d'eau. Que ça nécessite autant d'eau. La production de viande, l'élevage, ça cause des problèmes à l'air, comment? Parce que ça prend du chauffage dans les usines de transformation, dans les étables, dans les endroits où les animaux sont élevés. Ça prend le transport des médicaments, la viande, les grains. Ça prend des opérations de machinerie, c'est ça, les étapes de transformation, puis la distribution dans les magasins. Puis, pour 1 kg de viande, ça prend 8 litres d'essence parce que c'est pas, exemple, pour produire des haricots, ben, ça va être directement, mettons, les haricots sont recueillis puis ils vont être distribués. Mais là, mettons, les haricots sont produits, là, ils vont être apportés à une place pour être transformés en nourriture pour animaux. Ensuite, ils vont être apportés aux animaux, puis là, ensuite, là, ça va être apporté à l'usine de transformation de la viande, puis ensuite, ça va être apporté dans les usines. Fait qu'il y a un plus grand cheminement, il y a une plus grande distance parcourue pour produire la viande. Ça, il y a la production de méthane à cause des animaux, puis la production de CO2. Ça cause aussi de la déforestation, la production de viande. Depuis 1960, il y a 38% de la forêt en Amazonie qui a été détruite pour faire des pâturages, ce qui est énorme. Puis au Québec, il y a 3/4 des terres agricoles qui sont destinées à la production de viande, pas juste pour le pâturage, mais pour
la production de nourriture pour ultimement être donnée aux animaux. Donc, j'ai oublié de dire, mais 90% de l'agriculture, des terres agricoles en ce moment, est destinée à la production de viande. Donc, c'est autant pour les terres agricoles, pour le pâturage que pour la production de nourriture aux animaux, mais c'est 90%, fait qu'il y a juste 10% des terres qui sont consommées de manière brute, là, du riz dans ton assiette. 90% sert aux animaux, je trouve ça incroyable de penser à ça. Puis on voit une calorie de porc, ça égale 4 calories végétales en termes de coût énergétique. Puis 1 kg de bœuf, une calorie de bœuf, ça égale à 11 calories végétales en termes d'espace de production. Là. C'est ça un peu. Puis c'est ça, puis pour produire 1 kg de viande, si on ne transformait pas, on aurait 13 kg de produits. Puis en Amérique, là, c'est en Amérique du Nord, là, non, c'est pas en Amérique. Ouais, c'est ça, en Amérique du Nord, il y a 180 kg par an par personne de nourriture qui est gaspillée en moyenne. C'est pas par personne ce qu'on jette dans son frigo, mais c'est la nourriture, les produits qui sont jetés, les produits qui sont pas normés pour être dans les magasins ou dans les restaurants quand c'est plus bon, blablabla. Là. Puis on sait qu'il y a 1 milliard de personnes qui meurent de faim actuellement, 2 milliards de malnutrition. Puis si on ne faisait pas d'élevage, si on n'avait pas du tout, on aurait la possibilité de nourrir 3,5 milliards d'humains de plus. Puis il y a également une autre solution qui s'inscrit un peu dans cette logique-là, qui sont les aubergines moches, les pommes moches, puis les légumes moches. Je pense que c'est parti en France. Ça vise à... Comment? Ça s'appelle les drôles de légumes. Ok, c'est ça, les drôles de légumes, mais ça vise à contrer le gaspillage alimentaire, parce qu'il y a beaucoup de, ça à l'épicerie, personne ne veut l'acheter, mais ça goûte exactement la même chose, donc c'est une bonne façon de contrer le gaspillage alimentaire. Puis le gaspillage alimentaire, c'est pas juste jeter de la nourriture, c'est tous les produits chimiques que ça a impliqué, le transport que ça a impliqué, l'énergie que ça a demandé les produire, mais après ça, on les jette parce qu'ils sont pas beaux et ne répondent pas à nos normes. Fait que les consommer, c'est vraiment positif. Donc, puis c'est ça. Puis pourquoi est-ce qu'il faut limiter notre consommation de viande? Parce qu'en ce moment, il y a une augmentation de 1,6% par an de la consommation de viande. Donc, ça fois 1,6 par an. C'est ce qui est en train de se produire parce que les pays, comme on disait, sous-développés, sont en train d'entrer dans cette logique-là. Puis on voit à quel point il y a un gros clash entre les pays développés et non développés. Aux États-Unis, aux États-Unis, les gens consomment en moyenne 75,5 kg de viande par an, alors que dans les pays sous-développés, c'est 41 kg de viande par an. Puis on prévoit qu'en 2023, ça va être 69 kg de viande par an, par habitant, qui va être consommé. Donc, chaque personne a un gros impact là, quand on connaît ces chiffres-là. Ok. Donc moi, je vais faire une petite partie d'ouverture sur vraiment le vivre ensemble avec l'environnement, où je vais vraiment reprendre comment vivre ensemble, que ce soit au niveau local. Donc je vais parler du Québec, je vais parler internationalement, je vais parler de la pauvreté, je vais parler des tentatives de solutions, mais plus du modèle individuel pour ces solutions. Et enfin, je finirai par le rôle de la communication. Donc c'est une partie assez longue, je vais essayer de me speeder. Alors, tout d'abord, ça part d'une interrogation personnelle. C'est une question de perception, je ne dis pas que toutes les Françaises pensent la même chose que moi. Mais quand je suis arrivée au Québec, pour moi, ça m'a marqué le respect envers la nature, dans les petits gestes du quotidien que je n'avais pas forcément en vivant à Paris pendant 4 ans. C'est-à-dire ici, je ne me permettrais jamais de jeter un mégot par terre, jamais. Alors qu'à Paris, ça m'est arrivé moult et moult fois. Donc ma question, ça a été vraiment d'où ça vient, ce respect pour la nature que j'observe au quotidien. Pas forcément dans ce qui se fait au niveau institutionnel, mais ce que je vois vraiment au quotidien. Donc j'ai pensé d'abord à la nature, le fait qu'ici, il y a beaucoup plus de nature, qu'on vit dans un environnement magnifique et que c'est peut-être dû à ça, le fait qu'on la voit, qu'on l'aperçoit et du coup qu'on la prend en compte. Mais je me suis dit aussi que s'il y avait autant de nature autour, c'était aussi parce que vous avez peut-être décidé de la garder plus que nous, et que c'était aussi une question de culture. Donc je me suis interrogée beaucoup sur les autochtones et sur les valeurs qu'ils avaient envers la nature pour comprendre s'il n'y avait pas, à partir d'un moment, un transvasement entre la culture québécoise et la culture autochtone et que finalement, il y avait un plus grand respect envers la nature.
Et je me suis aussi posé la question de la démographie via la superficie, car c'est sûr qu'au Québec, on a beaucoup plus d'espace pour vivre, beaucoup plus d'espace pour les parcs nationaux. Voilà, je vous ai mis juste les chiffres pour vous comparer, c'est quand même impressionnant le nombre de personnes qu'on a par exemple à Paris sur peu de kilomètres carrés. Donc je me suis vraiment posé à quoi c'est dû cette sensation que je ressens. Et du coup, ça m'a permis donc vraiment de m'interroger sur l'héritage autochtone, qui pour moi a développé un respect donc, plus grand envers l'environnement. Donc l'héritage autochtone, les Premières Nations vivaient de chasse, de pêche, d'agriculture à petite échelle. Ils laissaient tellement peu de traces sur leur environnement que Cartier avait d'abord pensé que la Terre était inhabitée. Les autochtones ressentaient de la gratitude pour ce qui leur était donné par la nature, et ils la ressentent toujours. Ils se considéraient comme des invités dans ce monde et prenaient ce qu'ils avaient besoin en endommageant le moins possible leur environnement. Ils considéraient que la Terre ne leur appartenait pas, donc l'attitude européenne d'alors qu'ils consistaient à dominer la nature, à l'exploiter, leur était étrangère. De même pour la dimension donc, de la propriété privée du territoire. Selon moi, donc, cet héritage amérindien est l'une des raisons pour laquelle l'environnement est peut-être une préoccupation au Canada et au Québec. Le territoire et ses ressources font partie de l'histoire ancienne et récente des Autochtones. La culture et les modes de vie traditionnels se sont définis par le milieu naturel. Les ressources animales et végétales ont permis la substance des collectivités pendant des millénaires. Pour les Autochtones, la Terre fait figure de mère nourricière. Et soucieux de l'environnement, les Autochtones souhaitent également mettre de l'avant des projets de développement s'inspirant de leurs valeurs culturelles. Donc, il y a un exemple qui est la fondation de la coopérative des Inuits en 1958. Et plus récemment, la création de l'Institut du développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador vise à promouvoir un développement respectueux des écosystèmes. Toutefois, la lutte pour l'environnement et l'occupation du territoire causent certaines tensions entre les groupes autochtones et les décideurs politiques. Donc j'ai voulu m'intéresser à ça. Et les petites phrases que je vous ai mis en haut, c'est parce qu'en fait on a fait un questionnaire aussi avec une étudiante de bac, où on a mis le même questionnaire qu'on a fait sur internet, mais là on est vraiment allé leur poser à eux sur place. Donc on n'a pas rencontré tant de monde que ça, il y a quand même 35 personnes qui ont répondu. Et du coup c'est des petites citations que j'ai pu voir quand je leur ai demandé vraiment la nature c'est quoi pour vous aujourd'hui, pour voir s'il y avait toujours cette même vision dans le passé. Donc c'est des phrases qui sont sorties, qui sont pertinentes. Et tout au long de ma partie, du coup, je vous laisserai quelques petites citations qu'on a pu avoir. Où avez-vous été? À Wendake. Voilà, on n'a pas pu aller très loin. Parfait. Et donc, en ce qui concerne donc, la participation au débat politique, est-ce qu'il y a une reconnaissance de la position des autochtones? La forte croissance démographique des pays émergents et des pays en voie de développement, le développement de nouvelles technologies ainsi que le besoin de stabiliser les économies nationales sont tous des facteurs qui poussent donc, le gouvernement et les industries vers une exploitation accrue des ressources naturelles, on l'a vu. Donc la satisfaction des besoins du mode de vie actuel et les règles du commerce international et du capital présentent, selon les autochtones, une surexploitation des ressources et un mode de vie non durable. Ainsi, il est évident que les autochtones s'inquiètent de la perte de leur territoire de chasse et de pêche, donc c'est toujours le cas actuellement. Il devient donc alarmant pour ces communautés de participer aux décisions politiques concernant ces projets de développement. De plus, comme le montre ici donc, la carte, les autochtones sont dominants dans les territoires nordiques, là où se fera en très grande partie le développement énergétique et minier au cours des prochaines années. En théorie, au Québec, le régime en territoire conventionné prend en compte le savoir autochtone et en fait une place importante aux autochtones en tant que partie prenante décisionnelle. En effet, selon ce régime, les autochtones contribuent à l'analyse des projets, participent aux discussions et leurs perceptions sont intégrées lors des prises de décision. Ce processus conjoint est donc un modèle fort, intéressant et idéal pour le vivre ensemble. Or, ce régime ne s'applique pas en territoire non conventionné. De plus, dans le Québec donc méridional, situé plus au sud, la décision de consulter les décisions des autochtones revient parfois uniquement à l'intérêt du promoteur ou du cadre réglementaire, obligeant certains projets à faire l'objet d'un examen et d'une évaluation du projet. C'est-à-dire que la contribution des autochtones n'est vraiment pas garantie et le gouvernement québécois continue d'octroyer des droits d'usage et d'exploitation sur les territoires sans demander leur accord. Donc j'ai voulu aussi parler de ma femme, qui est la femme dont je parle dans le livre, qui est donc une Inuit et une Québécoise, qui est vraiment une défonceuse, si je peux dire, donc des Inuits, car pour elle, vraiment, les problèmes climatiques sont des problèmes sociaux, sont des problèmes humains. Et elle dit pardon, attendez, je me suis perdue. Elle dit qu'elle appelle ça « the right to be cold », et elle développe l'idée que le changement climatique est une question de droit humain. Autrement dit, le changement climatique aura une incidence sur toutes les personnes, quel que soit leur caractère de différenciation, religion, situation économique ou sexe, dans pas longtemps, mais que les premiers touchés vraiment, ce sont les Inuits.
et qu'il faut avoir donc le droit d'avoir froid, le droit de continuer à chasser, pêcher comme ils le font, car il ne faut pas les oublier. De plus, donc, ça c'est... je me suis vraiment interrogée donc à la perception et au résultat de mon enquête. Comme on a pu le voir en fait, donc c'est une enquête qu'on a fait donc, pour les autochtones avec Marie-Ève, et on s'est rendu compte que les autochtones donc, se disaient plus respectueux de la nature et jugeaient les Québécois moins respectueux de la nature. Mais chez les Québécois, on a exactement eu les mêmes réponses. Je me juge plus respectueux et les Québécois, et les autochtones, je les juge moins respectueux de la nature. Donc il y a vraiment un fossé, comme s'il n'y avait jamais eu de discussion proprement dit. Et on s'est rendu compte aussi que tout est subjectif, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on voit les choses comme nous on est et du coup comment on les développe. Et on a constaté aussi que par exemple les autochtones avaient une vision des pays d'Afrique, on leur a demandé, juste ouvertement, est-ce que vous pensez que l'Afrique fait des choses bien pour l'environnement? Et ils n'avaient aucune idée, c'est-à-dire qu'aucun d'entre eux était allé en Afrique ou n'avait vu un reportage ou quoi que ce soit. Juste ils nous disaient, comme ça par la perception, je vous dirais que oui, je pense qu'ils sont respectueux parce qu'ils ne sont pas matérialistes et que du coup ils ont cette notion de la nature. Donc pour les autochtones, c'est vraiment ça, c'est le matérialisme, ça t'enlève les valeurs que tu peux avoir pour la nature. Ils ne sont pas du tout dans cette idée de consommer comme on a pu le voir avec, de manière un peu plus écologique. Non, eux c'est vraiment... au final, on a vraiment senti qu'ils se sentaient proches du peuple africain dans ce côté-là parce qu'ils avaient l'impression que c'était des gens comme eux, qui essayaient de avancer dans ce monde-là en fait. Donc c'est très intéressant. Voilà. Ensuite, donc... j'ai pensé donc aux solutions. Comment développer une conscience de groupe, un sentiment d'union pour l'environnement? Parce que je pense que le Québec, il faut vraiment restituer des dialogues entre les Québécois et les autochtones, car je pense que c'est en apportant la modernité de l'un et la tradition de l'autre qu'on peut peut-être réussir aussi à sauver l'environnement et de plus à améliorer le cas des autochtones, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la prise en compte de leur culture. Donc il y a eu pour moi, il y a vraiment un exemple fort à l'étranger qui est le Buen Vivir, qui est un laboratoire social importé donc en Amérique latine. Et attendez, je vais pas... Oui, voilà. Donc c'est un élan spirituel soutenu par les communautés indiennes d'Amérique latine. C'est un concept indien qui fait primer la convivialité sur la propriété et accorde à la nature une personnalité à part entière. Donc c'est clairement inspiré de la tradition donc, amérindienne. C'est un développement humain en harmonie avec la nature et la propriété privée est abolie. La nature est une personne en soi et doit vivre dans l'égalité avec l'homme. Ce qui est remarquable, c'est que ce monde de pensée des communautés indiennes, précolombiennes, est survécu à l'invasion des conquistadors, au pillage de toutes les ressources des communautés, à la négation même de leur histoire et de leur culture pour renaître 500 ans plus tard. Et pour cause, sa philosophie anti-consumériste, hostile au gaspillage et au luxe, rejoint directement les convictions très contemporaines et occidentales d'époulement décroissant des altermondialistes et autres adeptes de la sobriété volontaire. Donc voilà, c'est une critique de la vision classique du développement en refusant l'idée que nous supprimons donc la pauvreté par une croissance économique infinie. Le Buen Vivir a reçu une première reconnaissance donc institutionnelle en 2008 lorsqu'elle a été inscrite au préambule de la nouvelle constitution équatorienne. Et la Bolivie, donc, voilà, parce que les tableaux que j'ai mis, c'est l'Équateur, la Bolivie, le Venezuela et le Pérou. Et donc voilà, c'est des pays qui sont en train de prôner cette initiative de vie. La possession n'est plus le centre de l'épanouissement humain et la propriété collective des terres est reconnue aux communautés. En outre, l'État devient plurinational, composé de différentes cultures et langues indiennes. Il a par ailleurs l'obligation de reprendre le pouvoir sur son économie et de lutter contre les inégalités. La nature devient sujet de droit et la propriété collective des terres par les communautés est reconnue. Donc aujourd'hui, le Buen Vivir n'est donc plus un doux rêve indien. Il est désormais inscrit dans la loi fondamentale de deux grands pays d'Amérique latine et influents, le Venezuela et le Pérou, donc c'est vraiment écrit. Certes, il y a une contradiction entre la pauvreté des moyens et l'ambition des objectifs, mais la nouveauté, c'est que ces gouvernements en sont conscients et s'engagent à trouver donc leur solution. Ce n'est pas un hasard si les pays qui ont gravé dans leur constitution leur volonté de dégager des alternatives radicales comptent également la plus importante population indienne. Donc, en effet, en Bolivie, par exemple, plus d'un citoyen sur deux est amérindien, et en Équateur et au Pérou, 1 sur 4. Donc, ce que j'ai aussi constaté, c'est que cet été, je suis partie un mois en Colombie, j'ai pu rencontrer des Amérindiens, et ce que j'ai constaté, c'est que là-bas, il y avait un grand respect des Colombiens envers les Amérindiens. Ils vivaient ensemble, mais il y avait quand même un grand respect, et ce qui m'a choqué ici, c'est vraiment le fait que ce ne soit pas du tout dans ce même cadre d'idées, et que ce soit vraiment eux et nous. Alors que là-bas, c'était vraiment, viens, on a des amis amérindiens, on va te les présenter, c'est super ce qu'ils font, nous on utilise leurs soins, enfin voilà, c'était vraiment ça m'a vraiment marqué cette différence culturelle.
Donc en soi aussi, je voulais vous parler donc, des... Attends, le Buen Vivir, Lucie Sauvé, ta femme, elle a fait un film, une recherche magnifique. Elle va chercher beaucoup de son inspiration dans le Buen Vivir en Bolivie. Donc c'est Lucie Sauvé qui est professeure en éducation et l'environnement à l'UQAM et qui est la pionnière dans le fond de l'éducation et l'environnement, mais beaucoup de ses sources d'inspiration sont là. Et moi je suis en train de planifier un livre pour expliquer le Buen Vivir en Afrique, pour transmettre ces valeurs-là, faire circuler ça dans le réseau SOA. Donc je vous tiens au courant. Donc là, je voulais juste vous parler de la pauvreté et du fait qu'en fait, que le changement climatique et pauvreté sont inextricablement liés. Et c'est une phrase qui vient de la Banque mondiale, qui s'est appuyée sur son analyse sur une enquête de ménage réalisée dans 92 pays en développement. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, que ce soit au niveau local au Québec, ou que ce soit au niveau international, ce sera toujours les plus marginaux et les plus pauvres qui seront touchés. Donc au Québec, ce seront les Inuits, et à l'international, ce sera l'Indonésie par exemple. Donc les populations défavorisées en Indonésie ont un risque de 30% plus élevé d'être touchées par une inondation et un risque de 5% plus élevé de subir une sécheresse. Donc les plus pauvres sont non seulement plus exposés, mais ils perdent beaucoup plus quand ils sont frappés par ces fléaux. Et car leur patrimoine qui n'est pas placé sur un compte bancaire mais se résume souvent à un bétail, donc, ou à leur logement, est beaucoup plus vulnérable et peut être complètement détruit lors d'un choc. Donc ça c'est la vidéo de la Banque mondiale pour sensibiliser. Au cours des dernières décennies, la pauvreté a beaucoup reculé dans le monde. Mais le changement climatique menace ce progrès. En 2030, il pourrait faire tomber plus de 100 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Heureusement, on peut encore éviter que cela se produise si les bonnes politiques sont mises en place. Les chocs liés au climat sont déjà un obstacle à l'élimination de la pauvreté. Les catastrophes naturelles détruisent les biens et les moyens de subsistance, affectant les gens pauvres de façon disproportionnée. Après l'ouragan Mitch au Honduras, les gens pauvres ont perdu 30% de leurs biens, 3 fois plus que les autres. Les gens pauvres ont moins de ressources et reçoivent moins d'aide de leur famille, de leur communauté, du système financier et des systèmes de protection sociale, ce qui les empêche de se préparer et de faire face aux chocs. Le changement climatique amplifiera ces chocs et les gens pauvres souffriront davantage. Les inondations seront plus fréquentes et toucheront les habitants des bidonvilles. Les sécheresses seront plus intenses et toucheront les agriculteurs pauvres. Heureusement, un développement adéquat, c'est-à-dire rapide, inclusif et adapté au changement climatique, peut prévenir la plupart de ces impacts d'ici à 2030. Ces mesures doivent inclure de nouvelles pratiques agricoles résistantes aux aléas climatiques pour protéger les fermiers, de meilleures défenses face aux inondations pour protéger les habitants des bidonvilles et des zones côtières, une couverture santé universelle et plus de protection sociale pour ceux qui n'y ont pas accès. Mais à long terme, si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites, les impacts du changement climatique risquent de dépasser nos capacités d'adaptation. Pour maîtriser les impacts de long terme, des politiques de réduction des émissions doivent être mises en place aujourd'hui. Et elles doivent être pensées pour protéger les plus pauvres et soutenir les pays les moins développés. Voilà. Une petite vidéo touchante. Ok. Donc, suite à ça, j'ai pensé au modèle de solution. Donc, j'ai vu un article qui m'a beaucoup intéressé, qui développe en fait les 4 modèles globaux pour le vivre ensemble avec l'environnement. Donc, on a parlé du modèle industriel, on a parlé du modèle sociétal avec Buen Vivir, mais je voulais m'attarder sur le modèle institutionnel et sur le modèle individuel. Donc, en termes du modèle institutionnel, on peut dire que le défaut, c'est de s'imposer dans une politique d'ensemble ambitieuse, multiplier les incitations et les réglementations au risque de perdre le passage, au risque de perdre au passage le moteur du changement, c'est-à-dire la prise de conscience. Donc on a vu que depuis 1970, il y a des événements, il y a une histoire de prise en conscience événementielle, mais on a pu voir que attendez, je vais en parler. Voilà. Il y a eu c'est la 21e édition de ces rencontres.
Et depuis, il n'y a pas eu l'impression que ces décisions ont été à la mesure des enjeux. Perte de confiance, qui est réelle, une crainte que la régularité de ces grands rendez-vous laisse croire dans l'opinion collective qu'on s'occupe du problème, et donc du coup réduire notre modèle individuel, se dire que bon, vu que les dirigeants en parlent, c'est que ça va aller mieux, et que l'on peut donc tous dormir tranquille, ce qui est bien sûr donc faux. Même Bill Gates le rappelle quand il dit que ça en va de la responsabilité de tous face à un problème vraiment mondial. Donc par rapport aussi, j'ai voulu parler aux sanctions. Donc il y a de lourds problèmes de sanctions pour certains pays, malgré les décisions qui sont prises pendant ces gros événements. Donc voilà, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu l'inspecteur de la ville du Québec qui a conclu qu'il y avait une présence de pollution atmosphérique dans le secteur du Limoilou et que cela contrevenait au règlement municipal sur les nuisances. Cependant, donc, rien n'est toujours fait. Et du coup, c'est vraiment un problème de se dire que certes, le modèle institutionnel doit faire quelque chose pour l'environnement, mais il ne doit pas être le seul et on ne doit pas se reposer sur nos lauriers pour se dire qu'on s'en occupe, alors que souvent c'est plus du blabla, plus que des actions. Il en est de même donc pour... qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà, donc j'en viens au modèle individuel, car je voulais vous dire aussi que par rapport au modèle sociétal, on était toujours dans un sentiment d'utopie par rapport à ça, alors qu'il y a des exemples concrets comme le Buen Vivir. Et par rapport au modèle industriel, l'innovation est apportée par les énergies renouvelables, mais qui encourage une confiscation des initiatives et des décisions par les experts du marché. C'est-à-dire que la compréhension n'est pas inclusive, n'inclut pas tout le monde. Donc dans le modèle individuel, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de prôner donc, le No Impact Man, l'individu qui cherche à réduire son empreinte écologique sur la planète, mais qui a toutes les chances de se sentir un peu seul en l'absence d'un mouvement collectif. Donc comment résoudre ça ? Donc déjà, je voulais citer donc, cette proposition de Bruno Latour qui dit une redistribution des puissances d'agir, c'est-à-dire vraiment comprendre que chacun a sa puissance d'agir. Et le problème de ça, ce serait vraiment de se sentir seul et de, comme on l'a vu dans les questionnaires, de dire « moi je fais, mais les autres ne font pas ». Et du coup, des fois, se laisser aller en se disant « bon, bah, si cette fois-ci je le fais pas, c'est pas grave, de toute façon personne ne le fait ». Enfin, c'est comme la politique, c'est pareil. Donc, il y a vraiment une importance de la reconnaissance sociale aujourd'hui via l'environnement. Et j'ai un ami donc, qui en décembre va sortir un accélérateur d'écologie. Donc j'aimerais vous en parler pour voir si vous serez d'accord pour participer à ça plus tard. Donc Zéro Impact se présente sous forme d'une plateforme web qui réunit toutes les solutions et l'action écologique et qui a pour ambition d'accélérer les investissements dans l'environnement grâce au point d'action. Donc c'est très simple, j'essaie de vous expliquer et je vous passe la vidéo aussi pour vous expliquer. Ce principe-là serait de dire, ok, on consomme tous, on ne peut rien y faire pour l'instant. Donc de manière à accélérer l'écologie, la plus simple façon de le faire, ce serait de voir ce qu'on dépense au quotidien, par la voiture, par le fait de laver ses vêtements, etc. Et voir combien, si on plantait des arbres à côté, si on investissait pour des arbres, est-ce qu'on pourrait compenser cette empreinte écologique. Alors du coup, cette plateforme web mettra en relation avec des associations qui permettent donc de planter des arbres avec... par exemple, on paye 17 centimes par mois, je ne sais pas, quelque chose comme ça. En échange de cela, la personne possède des points actions. C'est-à-dire qu'avec ces points actions, elle aura des bas prix sur des produits écologiques. De plus, elle aura des points qui s'afficheront sur son Facebook, donc ce sera un partenariat à faire avec Facebook aussi, qui montrera ses points écologie. Et pour pouvoir le partager, pouvoir montrer à ses amis, regardez, je suis écologique, vous pouvez le faire aussi, pour pouvoir justement diffuser cette manière d'être et mettre en compte, du coup, par le modèle individuel, un mouvement collectif et une reconnaissance sociale. Donc voilà, c'est un projet qui va sortir en décembre. Mais tu as quand même quand même montré la vidéo. Comme vous voulez. Est-ce qu'il te reste quand même beaucoup de slides? Je pense que tu as obligé d'expliquer. Oui, moi j'ai bien compris en tout cas. Ok, bon ça va, bon, super. Par la suite, donc, au pire je la mettrai sur le groupe. Oui, c'est ça. C'est la voir. Enfin, donc, pour moi, une solution importante, c'est vraiment l'éducation, surtout sur le long terme. Donc, le rôle de l'éducation dans la prise de conscience individuelle. J'ai appris qu'au Québec, vous avez des cours. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Lucie Sauvé, c'est la femme dont je parlais, c'est elle qui a été la pionnière éducation relative à l'environnement. Voilà. Et du coup, ça, c'est inconnu en France, je n'en ai pas. Et je trouve ça important. D'ailleurs, Pierre Rabhi l'a dit, l'école devrait reconnecter l'enfant à la nature. Et donc c'est vraiment une importance de l'éducation. Également donc dans le fait que cette phrase que j'ai mise, notre respect de la nature est une histoire de conscience et c'est un luxe d'être conscient de l'existence de la nature. C'est une phrase en fait qu'on a récoltée pendant
quand on est allé à Wendake pour notre questionnaire. Et c'est une touriste française en fait qui nous a dit ça, et on a trouvé ça important de dire que c'est un luxe aujourd'hui d'en être conscient, et que c'est aussi comment on peut dire, une responsabilité de l'école, une responsabilité donc des institutions et des cours pour reconnecter donc l'enfant à la nature. Ce qui est d'ailleurs lié aussi à l'éducation pour les autochtones, donc ça permettrait aussi de lier les deux peut-être au Québec, qui sait. Voilà, également prôner, bon là ça rejoint un peu trop l'éducation, mais prôner vraiment cette coopération de solidarité et pas de compétition. Mais on en a parlé, donc j'en reparlerai pas. Enfin, je voulais vous parler de l'importance de la communication aujourd'hui pour la prise de conscience de l'environnement. Donc pour moi aujourd'hui il y a 3 façons de communiquer. Il y a montrer du beau, montrer quelque chose de drôle ou montrer quelque chose de choc. Donc là c'est 3 exemples de campagnes pour l'environnement qui mettent donc ces 3 stratégies en avant. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'était vraiment la communication est très importante pour sensibiliser, mais cette sensibilité doit aussi être très importante et être vraiment créative pour pouvoir vraiment aujourd'hui marquer, car on est tellement dans des campagnes créatives sur tous les sujets que c'est un peu difficile de faire sortir donc, ses intentions. Donc, de plus, ce que je voulais dire, c'était qu'aujourd'hui on pouvait communiquer aussi avec le respect de l'environnement. Donc on a l'exemple de Biocop en fait, qui a fait une campagne de communication, mais qui correspond donc à ses engagements, qui correspond à ce qu'ils veulent dire. Et du coup, ça a été une campagne qui a vraiment respecté du début à la fin l'environnement. Et du coup, sur cette vidéo, je pense que je peux vous la montrer. C'est vraiment... c'est loin les... Non, du coup, c'est pas celle-là, c'est elle. Ouais. Ça correspond à des convictions idéologiques. Avoir un comportement différent. Pour faire connaître nos valeurs, nous ne pouvions pas faire une campagne comme les autres. Nous avons fait appel à un photographe et à un réalisateur avec un défi, repenser chaque détail de production pour être le plus éco-responsable possible. Nous voulions photographier nos produits locaux et de saison. En février, le plus adapté, c'est la Bretagne. Pour s'y rendre et se déplacer sur place, nos équipes ont employé les moyens les moins polluants. Le train, les voitures hybrides, le vélo. Nous avons dormi uniquement dans des gîtes répondant à des normes écologiques. Nous avons produit notre propre énergie en faisant construire par un artisan de la région un vélo générateur d'électricité. Il a récupéré le vélo dans une casse et l'a complètement transformé. Le dérailleur est relié à une courroie qui entraîne un alternateur, lui-même relié à une batterie. Elle était totalement rechargée avec à peu près 3 heures de pédalage. Le photographe a restreint ses équipes, le matériel, la décoration et banni la lumière artificielle. Sur place, il n'a pas fait de casting, ni de mise en scène irréaliste. Il a photographié les vrais producteurs de notre réseau dans leur exploitation. Les photos ont été réalisées au Stenopé, un appareil très simple dont l'origine remonte aux prémices de la photographie. C'est une boîte que nous avons fait construire par un artisan à partir de cagettes en bois récupéré. L'une des faces est percée d'un trou minuscule qui laisse rentrer la lumière. À l'intérieur, sur la face opposée, l'image vient s'imprimer en négatif sur une feuille de papier photographique de 40 par 50 cm. La boîte est totalement étanche à la lumière et peinte en noir pour éviter la réflexion des rayons lumineux. Le temps de pause peut être très long. En fonction de l'exposition, nous avons attendu de 30 secondes à 1h30 pour obtenir un seul cliché. Le réalisateur a tourné les films avec 2 caméras manuelles des années 70, fabriquées à la main en Suisse. Pas de batterie, pas d'électronique qui ont fait le tour du monde, juste une manivelle pour remonter un ressort. Nous avons monté un laboratoire itinérant pour développer les tirages sur place. Grâce à des installations très compactes, nous avons utilisé un minimum de produits nocifs pour l'environnement. Ils ont été systématiquement recyclés. Nous avons décidé de travailler à Argentique pour pouvoir maîtriser totalement les éléments polluants, du début à la fin de la production. Le film a été monté à la main, directement sur pellicule, pour ne pas numériser de séquences inutiles. Les images n'ont pas été retouchées. Les accroches et les logos ont été directement peints sur les tirages par un typographe à la peinture biologique. L'idée, c'était qu'à la fin de chaque journée, une affiche soit totalement terminée. Tous nos efforts ont payé. Nous avons dépensé 5,9 tonnes de CO2 contre 15,2 tonnes pour une campagne identique, effectuée dans des conditions normales de production. La musique a été enregistrée en une seule prise, directement sur l'image. Pour la voix off, il n'y a pas eu de casting. Je suis Patrick Marguerite, je travaille pour Biocop. Notre communication est le reflet de nos engagements. Découvrez les coulisses de notre campagne sur lacampagneresponsable.fr. Biocop, achetons responsable. J'ai trouvé
trouvais ça très intéressant de pouvoir Il y a montrer juste un énorme problème. N'est-ce pas, Fanny? Internet. Les vaches font Ah la oui. promotion de la viande. J'avais même pas vu. T'as pas vu les vaches? Mais j'avais vu, mais je veux dire, j'avais pas. J'ai une notice quand je me suis blessée d'abord. Voilà. Donc ensuite, je voulais montrer donc, que c'était un enjeu quotidien pour la communication environnementale de prôner de l'intérêt, que ce soit donc via des communications, via Internet et via aussi par l'art, la culture et le cinéma, le documentaire. Donc ça, c'est d'autres vidéos. Vu que j'ai un peu le temps, je peux vous les montrer. Est-ce que vous avez toutes vu celle de Nicolas Hulot sur le break d'Internet? Sinon, je vous la montre pas. Vous l'avez pas vue? Ok, c'est juste une vidéo qui montre en quoi aujourd'hui il faut vraiment pouvoir avoir une empreinte. Peut-être un peu long. Non, mais juste, je mets 20 minutes. 20 secondes. Pas un canard. Négatif, parce que 2 degrés sur la planète entière, ça va être une situation catastrophique. Ça va pas? Je fais pas comme il faut? Non, c'est bien de s'inspirer de ce qui se fait sur Internet, hein, c'est pas une mauvaise idée. Si, c'est clairement une mauvaise idée. Et puis surtout, Dave l'a déjà fait. Bon, Nicolas a fait appel à nous pour qu'on trouve quelque chose d'original pour sensibiliser Internet. C'est pas pour faire la lutte d'homme. En fait, je pense que ce qui nous manque, c'est quelque chose de visuellement puissant, vous voyez? Un truc badass, quoi. Badass. Ouais, badass. C'est méchant cul. L'inconscience de l'homme a totalement déséquilibré le climat, où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes. Un homme, seul, décide de se lever contre tous pour leur foutre une bonne grosse raclée. Son nom, Nicolas Hulot. Peut-être Mike Baggy, les ampoules là. C'est des ampoules basse consommation, moi on est sûr de ça? Voilà, c'était juste un exemple pour montrer qu'aujourd'hui c'est vraiment un réel défi de pouvoir sur Internet avoir une visibilité et toucher les jeunes, comment faire sans perdre le message tout en restant donc, dans une logique aussi environnementale. Et enfin, ça c'est juste une... Vas-y, dis-moi. Oui, voilà, à chaque fois j'oublie, je suis désolée. C'est la bande-annonce du film Demain, qui va sortir donc, le 2 décembre. Je ne sais pas si c'est pareil au Canada qu'en France. Mais c'est un documentaire que je trouve très très beau et que vraiment je conseille d'aller voir. Annonce la fin possible de notre humanité. Climate change, destruction of the Earth's surface, and population growth are leading us to a tipping point. Il y a 3 ans, Cyril est venu me parler de cette étude. Elle disait que mon fils grandirait dans un monde où l'eau, la nourriture, le pétrole viendraient à manquer dramatiquement. Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise quelque chose. Tout va déjà trop mal. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. On est parti aux 4 coins de la planète pour trouver les femmes et les hommes qui proposent des solutions à tous ces problèmes. We didn't start with, shall we save the planet, because that's too grand. We just start with where we are. Partout, des hommes et des femmes inventent un autre monde qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Faisons tout la main sur un tout petit territoire, peut produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire 10 fois plus grand. San Francisco has an 80% landfill diversion rate. Everything is reduced, reused, recycled, or composted. Ces personnes écrivent une nouvelle histoire. Et ils nous disent qu'il n'est pas trop tard, qu'il faut nous bouger. Maintenant. Ouais. J'ai voulu mettre toutes ces solutions bout à bout, comme un puzzle, pour tenter de raconter une nouvelle histoire, et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Demain. You told us we have a £21 note. Kind of thrilling us because you can, why not? Voilà, c'est un film positif. Et qui va me faire une merveilleuse transition vers le chapitre 9 la semaine prochaine. Qui va faire un peu la même J'avais chose. 2 choses à dire, juste 2 petites choses. Oh, vas-y. Attention aux climato-sceptiques. Donc c'est aussi, ça se développe donc, via la communication et ça s'inscrit dans la vague complotiste un peu du 21e siècle de dire qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, tout est faux. Donc clairement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je voulais faire mon mémoire là-dessus dans mon master, donc pas tout de suite. Mais en gros, ce documentaire dure 1h30. C'est vraiment une mine un mensonge, mais c'est super intéressant d'analyser ça par rapport à l'analyse donc, du discours et de l'argumentation et de la manipulation.
Ce documentaire est vraiment sorti, a été diffusé sur France 2 il y a 6 mois, donc j'ai trouvé ça quand même impressionnant. Et sachant que quand j'ai regardé les financements, il a été financé donc par Shell, par des entreprises pétrolières, donc toujours faire attention à ce qu'on nous dit. Et comme l'avait dit Bruno Latour dans une interview, vraiment les climato-sceptiques, ils sont juste victimes de ce qu'ils pensent parce qu'ils veulent juste pas reconnaître vraiment que ce n'est plus possible de vivre dans ce monde-là et que du coup ils vivent dans le déni de réalité, c'est un véritable déni de réalité. Donc faire attention surtout à ce genre de discours. Et enfin, c'était une citation donc, de Qu'est-ce qui nous unit de Roger Poldroit que je voulais citer. Pour conclure, donc, plus encore, si l'on donne cette foi au nous son extension maximale, s'il veut dire non plus simplement nous les humains, mais nous les vivants, en englobant les animaux, toutes les existences douées de sensibilité, il apparaît une nouvelle fois que ce lien sensible se donne sans construction, dans une évidence première irréfléchie. Donc vraiment penser nous, vivre ensemble, mais avec l'environnement. Et pourquoi je fais tout le temps ça? Et enfin, c'était juste une petite ouverture, donc on a vu que Vancouver va bientôt être la première grande ville nord-américaine à s'engager sur la voie d'un avenir 100% renouvelable. Donc ce que j'ai pensé, c'est est-ce que dans une stratégie toujours de capitalisme qui est dans la compétition, est-ce qu'on ne pourrait pas penser une compétition, mais pour l'environnement, entre les villes, pour pouvoir être justement, au lieu d'être les plus... celle au plus gros PIB, d'être celle au plus gros... Prix Nobel de l'environnement. C'est ça. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Là, il ne reste plus beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des remarques ou des choses... Mais là, on peut ajouter à demain, n'est-ce pas, le livre Citoyenne de la Terre. Vous vous rendez compte, là, on a vu des femmes dans le livre là, qui ont été mentionnées et tout ça. Ah ouais? Dans le documentaire, il y avait la tienne, là. Vandana Shiva, ouais. C'est ça. Et puis, tu as cité Sheila, et puis Lucie Sauvé sur le Buen-Vivir. Et donc, pour dire que notre livre aussi, ça va être un outil. Pourquoi vous le faites, là? C'est pas juste pour votre note, là. C'est parce que ça va être un document incroyable. 45 portraits de femmes. Puis, on va en ajouter, là. C'est un livre électronique, on peut en ajouter tout le temps. Pour vraiment montrer, ça recoupe un peu l'engagement individuel, nouvelle forme de citoyenneté, sensible à l'environnement, etc. Puis dans un peu tous les domaines que vous avez cités, là, il y en a qui s'opposent à la consommation, etc. Donc c'est vraiment un complément de ces chapitres-là. Vous aurez fait votre part. On est désolé d'avoir été long, il y avait beaucoup de choses à dire. Mais non, c'était parfait, parfait. Alors, merci encore.